Ma reconversion. Votre reconversion. Ta reconversion. Sa reconversion. Tes reconversions. Notre reconversion. Salut à toutes et à tous. Je continue à vous raconter ma reconversion professionnelle avec mes 9 mois de formation en BTS Gestion et Protection de la Nature à Gardanne, près d'Aix-en-Provence. Je sors de cours. Aujourd'hui, on a présenté des études de milieu. On était par binôme. J'étais avec Émilie pour présenter le milieu biodiversité faune-flore. Donc autant dire que ça inclut tous les autres milieux, puisqu'il y avait parmi les autres milieux le milieu marin, l'eau et les zones humides donc terrestres, l'agriculture, la montagne, les paysages et le patrimoine. Donc nous c'était très vaste et j'avoue que les recherches ont été très très longues. Parce qu'à chaque fois qu'on ouvrait un tiroir, ça en ouvrait un autre, et puis ça en ouvrait encore un autre. Donc au final, on a fait une présentation un petit peu longue. On a fait le double du temps imparti, soit pratiquement 20 minutes au lieu de 10. Voilà, il y a des groupes qui ont réussi à synthétiser en 8-9 minutes. Donc chapeau. Donc ce que j'ai retenu, c'est de ne pas tout expliciter tant qu'on a fait des catégories. On peut lister les acteurs et les outils comme tu l'avais fait, par catégorie. Mais du coup, on n'a pas besoin de tous les expliquer. Donc, on va en choisir un ou deux à présenter. Les autres, ils sont sur le diaporama. Et si le jury veut revenir dessus plus tard, il demandera. Parce qu'en situation réelle, en examen, on a 10 minutes et pas plus. Donc le jury nous coupe au bout de 10 minutes et tout ce qu'on n'a pas pu présenter, ça compte pour 0. Donc là, c'était une simulation. Va falloir aller à l'essentiel. Mais on va y arriver. On est là pour apprendre. Il y a une super bonne ambiance. Donc j'ai hâte de voir la suite. Allez, je vais me reposer. Ciao, ciao. C'est pas toi qui voulais faire un loup-garou au début de l'année? Ah oui, c'est ça. Alors voilà, l'histoire commence ici. Donc les petits traits là représentent une rupture de pente. C'est le plateau de Vitrolles. Surtout le linéaire là vers le nord, c'est un endroit plat qui est investi par une végétation méditerranéenne. Mal. Mais on est là, à la croisée de deux milieux. Ce milieu sec du plateau, donc on va avoir nos chênes verts, nos pins, nos romarins, etc. Et on est très proche aussi de ce milieu rivulaire. Donc on va avoir pas mal de platanes, pas mal de frênes, beaucoup de chênes blancs et pas mal de robinets. Vous les avez vus, ces fameux robinets Foacacia, ils nous viennent de cette rivière. De ce milieu humide qui est juste à côté, donc on est soumis à cet aléa-là. Alors en termes d'invasives, il n'y a pas que le robinet Foacacia, vous l'avez certainement. Oui, le robinet Foacacia, c'est une plante exotique envahissante. Ouais. C'est ça, hein. Oui. Mais est-ce qu'il retient les berges? Est-ce que ses racines retiennent les berges? Oui. Ouais, donc il a aussi une utilité. Ah, il a son intérêt, tout à fait. Oui. Non, parce qu'il y a des invasives qui ne retiennent pas les berges, type la renouée du Japon. Oui, tout à fait. Dans le robinet Foacacia, on n'est pas dans cette configuration-là. Il est intéressant pour ça. On a commencé à le gérer un petit peu. On a fait de la coupe, qui a donné lieu à une profusion de rejets. Donc voilà, c'est à réfléchir. Il n'y a pas d'arrachage possible. En fait, c'était déjà des hauts sujets. Ah d'accord. Donc il aurait fallu dessoucher, bon, là, du gros matériel, donc voilà, c'est pas trop la possibilité.
Donc l'avantage avec ça, c'est que là, on va pouvoir On peut les arracher arracher, très facilement. Voilà, pour vous dire un petit peu la situation. On est dans un lieu qui, on espère devenir la maison de la biodiversité. C'est un peu le mot comme ça. Donc c'est un îlot de biodiversité au milieu d'une zone urbaine, commerciale, industrielle. Donc voilà. Et maintenant, l'instant formateur. Rencontre avec Amandine Maria. Alors, on va commencer par les présentations. Je vous présente Amandine Maria, qui est notre professeure de génie écologique. Amandine, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, donc je m'appelle Amandine Maria, j'ai 43 ans. J'ai une double formation. Je suis issue de la fac d'art plastique. J'ai un master de sciences de l'art. Et j'ai poursuivi ma formation en étant architecte paysagiste ou paysagiste conceptrice, où j'ai été diplômée à l'École nationale supérieure du paysage à Versailles. J'ai commencé en étant intervenante en art plastique dans les écoles primaires. Donc ça, c'est il y a très longtemps, pendant ma formation. Après, j'ai travaillé en bureau d'études, en agence de paysagiste. Et puis, rapidement, je me suis mise à mon compte. Et j'ai travaillé en tant que paysagiste à mon compte, beaucoup pour des collectivités. Et j'ai engagé une démarche artistique aussi depuis de nombreuses années, où je travaille sur la cartographie dessinée. Et je suis devenue enseignante de génie écologique depuis 2 ans. Un petit peu par hasard ou... Complètement. Alors j'avais un attrait pour l'écologie forcément, par la mise en œuvre de chantiers aussi, par rapport à mon métier. Et puis la vie a fait que je me suis retrouvée dans l'enseignement. Et quand on est dans le paysagisme, on a une attention quand même particulière à la nature. Complètement. Alors on peut être paysagiste plus dans les zones urbaines aussi, ça n'empêche pas, mais j'ai toujours eu une volonté de travailler sur l'écologie, même en zone plus urbaine. J'ai été amenée à travailler sur des parcs urbains, des choses comme ça. Et voilà, c'est un peu la base du métier de paysagiste, la connaissance du monde végétal, animal. Et quand on vous enseigne le paysagisme, est-ce que on porte attention aussi à la biodiversité ou c'est juste faut que ce soit beau, propre? Ça veut dire faire place nette et donc pas beaucoup de biodiversité à la base. De moins en moins à notre époque, depuis Gilles Clément, un paysagiste très connu aujourd'hui, qui a un peu révolutionné la pensée du paysage, où justement on est de moins en moins propre. L'invention de cette notion de tiers-paysage, où tout ce qui est mauvaises herbes, herbes de friche ont pris une importance en termes de botanique, qui ont été mises au même rang que les plantes protégées. Les mentalités sont un petit peu longues à changer, mais on va y arriver. On est là pour ça, c'est notre métier de faire changer les mentalités. Alors, dans les cours que tu nous donnes de génie écologique, déjà à la base, les gens ne savent pas forcément ce que c'est le génie écologique. Tu le définis par opposition au génie civil. Comment tu définis le génie écologique ? Alors le génie écologique, déjà génie, ça va être tout ce qui est de l'ordre de la conception, la réalisation, établir un projet, mesurer, quantifier, élaborer. Écologique, ça veut dire qu'on va travailler avec un milieu, avec un écosystème, ça va être notre outil. On ne va pas, à l'inverse d'un aménagement, plutôt dans le paysagisme pour y revenir, le paysagiste, lui, va amener des choses, amener des matériaux, amener du béton et autres choses comme ça. Rajouter. En génie écologique, on essaye de rajouter le moins possible. On essaie de le faire avec le relief, avec le climat, avec les matériaux qu'on a sur le site, avec de la faune qu'on va avoir qui va nous aider. Voilà. Surtout pas amener des espèces exotiques envahissantes. Surtout pas, voilà, même si on revient là aussi à considérer autrement certaines espèces. Il y a des cycles de pensée là aussi, c'est assez intéressant, comme quoi c'est les espèces invasives, c'est surtout ce qu'on veut en faire. Voilà, donc là aussi, le débat serait long. En tout cas, en génie écologique, on essaie de faire avec ce qui est sur place, ce qui va expliquer qu'aussi parfois, on va peut-être pas faire l'idéal théorique, mais voilà, on se débrouille avec. Pourquoi on fait ça au lieu de
de faire venir ce qui serait idéal peut-être? Alors moi, je suis très intéressée par ces déceptions-là. Il n'y a jamais de milieu écologique parfait, de projet parfait, ça n'existe pas, hormis sur une feuille de papier ou à l'avance dans l'imaginaire de la personne qui conçoit le projet. Il y a toujours des aléas, des contraintes, qu'elles soient humaines, financières, climatiques, temporelles ou autres. Et justement, le génie écologique, c'est faire avec le vivant, donc c'est tout ça pris en compte. Donc c'est mouvant et c'est plein de surprises. La capacité d'adaptation, c'est une grande qualité du génie écologique aussi. Alors quelle grande tendance, quelles pensées ont modelé le génie écologique qui est finalement relativement récent? Oui, tout à fait. Je dirais que c'est aussi très lié au paysagisme aussi, qui a vécu cette transition, qui s'adapte à toute la société, où on arrête de contenir le vivant, où on lui laisse sa place, on arrête de le nettoyer. Il y a aussi une prise en compte du risque. La nature représente un risque, un danger pour la société, donc on essaie un petit peu de se détendre là-dessus. La nature n'est pas que dangereuse, n'est pas que représentative de quelque chose à maîtriser. Donc j'ai l'impression, en tout cas je le souhaiterais, qu'on ait un peu moins peur de la nature, qu'on la laisse un petit peu s'exprimer, déborder. Et alors après on peut utiliser diverses techniques. On va prendre peut-être l'exemple d'un cours d'eau. Un cours d'eau peut-être qui a été trop canalisé, peut-être endigué, parce que c'était vraiment, on ne va pas dire une mode, mais ce qui était fait tout simplement il y a encore 20 ans. Quelles seront les techniques qu'on pourra utiliser en génie écologique? Alors le génie écologique comprend ce qu'on appelle le génie végétal, qui fait en opposition du génie civil beaucoup plus d'aménagements faits avec le végétal. On propose des aménagements beaucoup plus souples, à l'inverse du génie civil où on avait l'intervention de matériaux rigides, minéraux. Donc le génie végétal, ça va être un moyen de faire des rives un peu plus souples, de faire des écosystèmes en fait, de renaturer les rives et surtout de permettre au cours d'eau de reprendre sa place, de reprendre son dimensionnement. On a construit, on veut habiter beaucoup trop proche de l'eau. C'est aussi la problématique qu'on trouve en zone de mer, littorale en général. Le trait de côte est complètement grignoté par l'urbanisme. Donc on essaie de se reculer autant que possible et de laisser le cours d'eau déborder comme il doit le faire. On a voulu proposer un cadre de vie, c'est agréable d'habiter au bord d'une rivière, je peux tout à fait l'entendre. Mais il y a beaucoup de risques d'inondation et on ne peut pas habiter partout. On a des problématiques d'érosion, on a des problèmes aussi de plantes exotiques envahissantes. On a des échappées de jardin aussi, des plantes, des graines qui volent et qui vont se semer automatiquement au bord de rive. Donc voilà, on a des problèmes comme ça de confrontation d'écosystèmes qui ne peuvent pas fonctionner ensemble. Le problème, c'est qu'après, ça laisse pas sa place aux autres espèces, en fait. C'est ça, c'est le principe de l'espèce envahissante. C'est ça, c'est qu'elle va se développer par rhizome ou par stolon. Et elle va prendre toute la place, étant donné qu'elle a une capacité de développement beaucoup plus forte qu'une autre espèce qui, elle, se développera beaucoup plus lentement, avec d'autres stratégies. Elle va prendre la place et elle va empêcher une régénérescence du milieu. C'est pour ça que c'est très important quand on fait une restauration de cours d'eau ou même un entretien de bien adapter les espèces en fonction de leur réseau racinaire, en fonction de ce qu'on veut qu'elles rendent comme service au cours d'eau. On peut avoir recours par exemple au fascinage. Le fascinage, c'est surtout un travail en pied de rive. Le pied de rive, c'est cet endroit qui fait l'angle entre le cours d'eau et la rive. C'est le bas de la berge du cours d'eau. On va venir stabiliser ce bas de berge en plantant une succession de pieux verticaux qu'on va enfoncer dans l'eau, espacés à peu près de 80 cm. Et on va venir remplir cette espèce de rail qu'on a fait avec, on peut avoir du branchage par exemple, qui nous aide à maintenir ce pied de berge. Voilà. Le fascinage, c'est une infrastructure qui est très souvent utilisée pour retenir les sédiments qui vont ruisseler le long de la berge. Quelle est la pensée actuelle en génie écologique? Vers quoi quelle est la nouvelle tendance? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se dessine ou ça fait quelque temps qu'on est sur la même mode? Les nouveautés, ça va être peut-être la reconsidération des plantes envahissantes. En tout cas, je le souhaite.
parce que je suis très attachée à ce voyage naturel, même si effectivement on peut être amené à gérer pour maintenir telle ou telle fonction. Donc on a ça et puis on essaie de plus en plus d'ensauvager les zones, que ce soit les centres-villes, voilà, de ne plus avoir cette distinction entre les zones urbaines, les zones naturelles. Voilà, peut-être qu'un jour on parlera plus d'espace naturel, il y aura un petit peu moins cette dichotomie entre l'artificiel et le naturel. Enfin, je sens un petit peu cette tendance à arriver. On ensauvage les parcs publics, on laisse pousser, on laisse tranquille, quoi. Voyons ce que le futur nous réserve. Merci beaucoup Amandine. Merci. Au revoir. Et maintenant, l'instant camarade de promo. Rencontre avec Julien Torres. Alors maintenant, je vous présente mon collègue, camarade de classe, Julien. Julien Torres. Je suis originaire de la banlieue lilloise, autour de Lille. T'es un ch'ti. Je suis un ch'ti, techniquement, ouais. Tu as vécu à divers endroits du monde. Toi, tu fais partie de nos bourlingueurs. C'est ça. Voilà, absolument. sac à dos sur le dos. C'est ça. Raconte-nous un petit peu ta vie de bourlingueur. Donc j'ai vécu à Londres pendant quelques années. En sortant de mes études, je savais pas trop quoi faire. Je suis allé à Londres parce qu'il y a un truc que je savais, c'est que j'aimais bien les langues, notamment l'anglais, et j'étais pas mauvais là-dessus. Du coup, je suis resté quelques années. Ça m'a permis de mettre de l'argent de côté. Et j'avais toujours cette idée ce rêve d'aller backpacker en Amérique du Sud. Au bout de 6 ans, je suis parti pendant un an. Je suis allé voir aussi une amie qui était en Zambie. Donc, je suis allé aussi en Zambie avant d'aller en Amérique du Sud. Je suis parti un an. Et aussi, l'idée, c'était évidemment de découvrir, d'expérimenter tout ça, mais aussi d'améliorer mon espagnol. C'était efficace. Et d'apprendre le portugais aussi. Ah ouais. Où il est un peu rouillé, mais comme mon espagnol est très bon, ça me permet de pas trop oublier le portugais parce que c'est assez proche. Ouais, donc, te faire comprendre voilà. en tout cas. Ouais, c'est ça, ouais. Tu nous as dit après tes études, tu avais fait quoi comme bac? Alors j'ai fait un bac STG, Sciences et Technologies de la Gestion. Et j'avais commencé un BTS NRC qui était Négociation Relations Clients, que je n'ai pas fini pour des raisons un peu idiotes. Mais au final, je suis parti à Londres. Donc Voilà. ça a été c'était une bonne coïncidence, quoi. Enfin, donc, Et tu as fait des petits boulots aussi un petit peu dans la vente, non? Non, alors absolument pas. Du coup, en arrivant à Londres, je suis directement allé dans l'hôtellerie, où il y avait quelques aspects de vente quand même. Donc, je suis devenu concierge, j'ai commencé bagagiste, je suis devenu concierge. Je n'étais pas vendeur en soi. Oui, puis c'est pas ton ambition. Non, Comment pas du tout. tu t'es orienté vers l'environnement? C'est venu comment? Alors justement, c'est en voyageant, et c'était justement en pleine pandémie, où je faisais de l'éco-volontariat sur la restauration de récifs coralliens. Où ça? Au Mexique. C'était à Cozumel, sur l'île de Cozumel, aux Caraïbes. Et en fait, je me suis dit, faire du bénévolat, c'est bien, mais bon, en termes de viabilité, enfin, évidemment, en perspective économique, c'était pas top. Évidemment. Donc ça avait quand même une grosse limite. Et en pleine pandémie, du coup, j'ai enchaîné sur un autre éco-volontariat après, sur la nidation de tortues, donc à Comal cette fois-ci. Donc, sur le continent au Mexique, toujours aux Caraïbes. Et ma copine est biologiste, et du coup je me suis dit, j'ai beau enchaîner tous les éco-volontariats que je veux, non seulement ça, sur un CV c'est pas hyper crédible, mais en plus même moi vis-à-vis d'autres personnes qui ont étudié, il y a aussi un aspect éthique où eux, ça fait des années et des années qu'ils étudient de manière approfondie ça. Et du coup, comment tu as découvert cette formation? Alors, en cherchant sur Google. Ouais. Alors, la formation au CFPPA, moi, j'en ai pas entendu parler jusque l'année dernière, quand j'ai fait la première année d'hydro. Oui, alors, donc tu es passé par l'école du cours d'hydro, C'est ça, qui a plusieurs antennes dont une à Aix. absolument. J'ai découvert, par contre, parce que ça reste le même diplôme de toute manière, mais je l'ai découvert ça en m'enseignant sur Internet, et puis il y avait la flexibilité de tous ces campus dans toute la France. Donc Et, c'est une école privée, hein, C'est une école mais qui privée, prépare absolument. donc au même diplôme d'État le BTS Gestion et Protection de la Nature. En initial, donc du coup c'est sur 2 ans. Et du coup, je regardais le programme, je suis allé à une porte ouverte, je trouvais ça intéressant. Donc c'était un bon entre-deux, et puis en plus ça me permettait quand même de pouvoir continuer sur une licence, voire un master après si je me sentais de continuer.
Et donc voilà, j'ai commencé l'année dernière. Et donc tout s'est bien passé l'année dernière quand même. Mais évidemment, il y a un coût pour ces 2 années qui est assez élevé. C'est 4 600 l'année. Donc en tout sur les 2 ans, ça fait 9 000 euros. Donc c'est quand même un budget assez conséquent. Et pour ma deuxième année, c'était compliqué pour moi de payer la deuxième année. Donc je me suis orienté vers ici. En plus, il y avait Yann aussi qui donnait des cours à 10 euros. Et du coup, je me suis inscrit et ça fonctionne. Donc, c'est cool. Alors, pour ta première année au cours d'hydro, à la fin, tu as fait un stage de 2 mois. Absolument. Alors, j'ai fait un stage de 2 mois au Parc National des Calanques. Et donc, j'ai fait 2 mois de stage là-bas. C'était super. J'ai travaillé sur la gestion cynégétique. Donc, la chasse. La chasse, ouais. Et la Pas pêche aussi? Pas la pêche, non, mais c'était très orienté chasse du coup. Ouais. C'était hyper intéressant. Du coup, bon, moi, je suis pas personnellement chasseur et puis je suis arrivé avec mon avis sur la chasse, mais ça m'a permis de découvrir. Parce que dans mon entourage, j'ai pas de chasseur ou quoi, donc ça m'a permis de m'ouvrir un peu à ça et de voir comment ça se passait, d'être en contact de sociétés de chasse et c'était hyper intéressant, hyper enrichissant. Après, c'est un sujet très polémique, surtout dans l'environnement. Mais c'est les seuls, les Cévennes et le Parc National des Calanques, c'est les seuls qui autorisent la chasse en cœur En cœur de parc, même en cœur de parc. D'accord. C'est très réglementé, évidemment. Donc voilà, c'était hyper intéressant. Et du coup, après ce stage-là, tu as commencé la formation à Baladre, ici. Mhm. Et tu as commencé ton stage en novembre, plus du tout au Parc des Calanques maintenant. Non, plus du tout. Du coup, là, je suis dans une association qui s'appelle Septentrion Environnement. Et c'est des biologistes marins qui font plein de projets, plein de programmes, qui participent à plein de programmes sur la préservation, sur le suivi. Ils font de la photogrammétrie. C'est une espèce de gros appareil photo avec lesquels ils descendent sous l'eau. Et en fait, ça reproduit des sites en 3D sur ordinateur, ça c'est impressionnant. C'est une grosse association, mais c'est hyper intéressant parce que j'ai le plus d'affinité avec le milieu marin. Oui, mais d'ailleurs, tu fais de la plongée. C'est ça, absolument. Pendant mon éco-volontariat au Mexique, j'étais déjà en plongée, donc sur les récifs coralliens. Je suis niveau, alors en équivalent fédé, je suis pas sûr, mais je suis dive master. Donc en théorie, avec PADI, je suis guide de palanquet. Donc je pourrais emmener des gens, leur montrer, faire un tour sous l'eau, en somme. C'est ton ambition, ton projet professionnel, c'est d'être plongeur, écologue plongeur? C'est ça, ils les appellent plongeurs professionnels en fait. En plus, il y a une formation à faire aussi, en plus de toutes les formations type licence, BTS, ou master, ou voire doctorat. Mais il y a aussi des formations à réaliser pour avoir cette espèce de statut de plongeur professionnel. C'est de faire de petits travaux sous l'eau en gros. Donc il y a le bachelor protection marine au lycée des Calanques, donc à Marseille, qui lui inclut justement cette formation dans le bachelor. Du coup, tu comptes faire ça après J'aimerais notre bien. BTS? Je suis en pleine réflexion là-dessus. Peut-être me trouver une licence qui me plairait. Il y a cette fameuse licence pro Écorce. Mais comme normalement c'est en alternance, comme j'ai 35 ans, c'est des contrats pro et apparemment c'est beaucoup plus difficile de trouver un contrat pro parce qu'on coûte plus cher que des jeunes en alternance. Donc si je trouve un moyen de le faire en alternance, je pense oui, mais sans financement, sans rien, ça va être compliqué, je pense. Et donc pour l'instant, tu vas retourner en stage là bientôt à Septentrion, à Marseille. Quelle est ta mission? Alors je travaille sur un nouveau programme en sciences participatives. Donc avant d'être stagiaire à Septentrion, j'ai participé à la collecte de données en fait, en tant que bénévole. En juin dernier et octobre dernier. On allait prendre des données sur trois espèces de gorgones. C'est quoi une gorgone? Une gorgone, c'est un petit invertébré marin. C'est une espèce de corail un peu mou qu'on trouve ici en Méditerranée à partir de 20 mètres de profondeur, qui sont sur les parois, qui vit sur le fond marin. Il existe plusieurs espèces en Méditerranée. Du coup, on travaille sur 3 espèces, la gorgone rouge, la jaune et la blanche. On observait leur nécrose. Donc leur nécrose, en fait, c'est le niveau de mortalité d'une gorgone. C'est-à-dire qu'une gorgone, elle a une base comme un soc
qui est accroché au substrat. Et ensuite, ça fait des espèces de branches en quelque sorte. Et sur chaque branche, en fait, soit les tessons complètement saines, et on les notait comme saines, ou sinon on pouvait observer des parties récemment nécrosées, donc mortes, ou mortes mais de manière plus ancienne, où là c'était recolonisé par des algues ou par d'autres organismes. Et du coup, on devait relever tout ça et estimer leur niveau de nécrose, etc. Et là, dans ton stage, comme c'est de la science participative, tu encadres des bénévoles qui viennent le faire ? Non. Alors, normalement, je devrais faire une sortie dans le cadre d'une animation, justement, de le faire. Ce sera à la fin de mon stage. Là, j'ai surtout participé au traitement des données post. Non seulement on collectait les données, mais aussi on travaillait par binôme. Il y avait une autre personne qui prenait des photos pour créer un algorithme pour qu'éventuellement n'importe quel plongeur loisir puisse prendre une photo, aille sur un site ou un programme où il met la photo et ensuite l'algorithme automatiquement puisse identifier l'espèce et voir ses niveaux de nécrose, voir si l'individu est sain, etc. En alliant l'intelligence artificielle, quoi. Ouais. Alors la partie la plus fun évidemment c'était d'aller sous l'eau, prendre les photos et collecter les données. Mais en post, il fallait analyser ces photos. Il y en avait beaucoup. Il y en a une partie qui n'était pas aussi exploitable, donc il y en a beaucoup qui ont été supprimés. Il fallait tout détourer en fait pour enseigner à l'algorithme qu'est-ce qui est sain, qu'est-ce qui est nécrosé, quelle espèce et tout ça. Il fallait faire un échantillon d'au moins 100 photos pour que l'algorithme fonctionne. Et ça, c'était assez fastidieux à faire. Mais du coup, je vais travailler surtout... ce protocole devrait être reconduit l'année prochaine. Mais du coup, on va continuer là-dessus jusque l'été. Cool. Eh ben, voilà. Je te souhaite une bonne continuation de stage. Merci. Merci, Annabelle. Et puis que tu décroches ton BTS, évidemment, et qu'ensuite tu deviennes plongeur professionnel. Merci. Merci beaucoup, Julien. Merci. Bonne journée à toi, Annabelle. Ciao. Et depuis, qu'est-il devenu ? Julien a d'abord travaillé 1 mois comme auto-entrepreneur auprès de sa structure de stage. Il envisageait de poursuivre les études en 3e année de licence responsabilité sociétale des entreprises. Mais sa copine étant installée au Mexique, il l'a suivi. Là, entre 2 boulots alimentaires, il a développé son réseau en tant que DJ avec des contrats en Europe également. Aujourd'hui, il joue avec l'idée de faire un pont entre musique et écologie. Et maintenant, l'instant professionnel. Rencontre avec Vincent Lagautrière. Nous sommes maintenant avec Vincent Lagautrière. Bonjour Vincent. Bonjour. Tu n'as pas toujours été dans ton job actuel que tu vas nous décrire. D'où viens-tu ? Que faisais-tu avant ? Alors à la base, je suis employé de banque. Et puis, suite à une profonde réflexion personnelle, j'ai décidé de me reconvertir. Et donc, à la suite d'un BTS GPN au CFPPA de Gardanne, j'ai eu la chance d'intégrer une métropole, donc la métropole de Nice-Côte d'Azur, en tant que technicien rivière. Alors, c'est pas évident à partir d'un BTS gestion et protection de la nature, c'est pas le parcours habituel. Pourquoi ils t'ont pris, toi en particulier ? Alors, maintes fois, j'ai discuté avec mon responsable qui m'a recruté et c'est vraiment la motivation qui m'a permis d'intégrer ce poste au-delà des connaissances, parce que bon, un GPN, le gros avantage, c'est que propose un apprentissage très généraliste, donc c'est vraiment un avantage dans ce genre de métier où par des connaissances transversales, on arrive à pouvoir avoir des connaissances aussi générales et quand on est motivé, ça permet d'intégrer ce genre de poste. Mais ce que tu ne dis pas, c'est que tu connais bien les milieux aquatiques. Oui, c'est vrai qu'à la base, j'aime beaucoup la pêche, les rivières, donc c'était facilitateur parce que j'avais quand même un terreau de connaissances de base. Mais vraiment, j'encourage à tous les gens qui sont motivés à tenter leur chance, même si
la fiche de poste qui est indiquée ne correspond pas totalement aux compétences du candidat. Parce qu'il existe aussi un BTS technicien de rivière, ou GEMO plutôt, gestion de l'eau et des milieux aquatiques. Oui, tout à fait. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la compétence GEMAPI, puisque je suis technicien rivière dans le département GEMAPI, alors gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. C'est une compétence qui est assez récente et donc du coup, ils cherchent un petit peu de tous les horizons. On n'a pas encore de formation pure GEMAPienne. Alors, décris-nous un petit peu ton job actuel. Est-ce que tu as une journée type ou alors aucune journée ne se ressemble? Qu'est-ce que tu fais? Alors une journée type, c'est difficile à dire puisque là aujourd'hui j'occupe 2 postes. Mon poste principal c'est technicien rivière dans les cours d'eau, c'est-à-dire que je vais un petit peu faire des visites des cours d'eau en fonction des doléances des riverains ou en fonction des possibles intempéries. Il faut savoir que sur le secteur où je travaille, Nice, les Alpes-Maritimes, il y a eu une tempête Alex en 2020 qui a causé énormément de dégâts. Et encore aujourd'hui, en 2025, je suis encore en train de travailler sur des secteurs de rivières qui ont été profondément endommagés, qui ont endommagé des routes, qui ont détruit des maisons. Donc en fait, ma journée type, ça va être plutôt il y a un projet que je mène de front pendant plusieurs mois et ça va être d'être maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire suivre les entreprises par rapport au projet, voir l'avancée des travaux, suivre financièrement les travaux, toutes ces choses-là du quotidien. Donc il n'y a pas vraiment de journée type. En fait, je suis un peu mon propre patron du moment que le projet est mené à bien. Après, je le mène un petit peu comme je veux. Donc, ton expérience passée a peut-être aussi t'a permis d'acquérir une certaine compétence de gestion de projet? Oui, tout à fait. D'autant plus que, auparavant, j'ai mené une mission de conseiller de clientèle particulier. Donc, je sais gérer des riverains ou des personnes qui sont un petit peu en drame ou qui sont en attente. Et donc du coup, c'est arrivé à soulager la pression en leur disant que oui, on est en train d'intervenir, on est en train d'améliorer les choses, mais que ça prend un peu de temps. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier? C'est vraiment de pouvoir allier le terrain et le bureau de la manière dont je l'entends. J'ai beaucoup de latitude et de liberté. Tant que le projet est mené à bien, après, je peux décider d'aller visiter les travaux et l'après-midi faire le côté financier ou le côté réglementaire qui est très important aussi. Donc c'est vraiment de pouvoir être autonome à 100%. Comment est structuré ton service, ton équipe? Dans quel cadre tu travailles? Alors moi je suis à la direction du cycle de l'eau et GEMAPI, donc à la métropole de Nice, et je suis au service travaux et gestion patrimoniale. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ma direction, il y a 2 autres services. Il y a le service planification, qui sont plutôt eux les porteurs des gros projets que moi je vais exécuter ensuite en tant que technicien sur la partie travaux. Mais il y a un autre service qui est le service hydrométéo, qui s'occupe plutôt de gérer les alertes, les intempéries, pour justement éviter de connaître ce genre de drame comme on a connu avec la tempête Alex en 2020. Tu disais que tu as pas mal d'autonomie, ou est-ce que parfois tu travailles aussi en équipe? Je suis des fois amené justement à travailler avec les gens des autres services puisque tout est interconnecté. Par exemple, j'ai un ingénieur du service planification qui va me dire « Vincent, il faut qu'on ait un nouveau projet sur telle rivière où il faut construire un enrochement pour protéger la berge et la route. Donc viens avec moi, je te présente le projet et après moi je vais devoir me mettre en relation avec les entreprises pour leur dire le type de projet. Donc c'est très général, c'est très intéressant. » Tout ça, en fait, le BTS GPN, t'es pas forcément... il a fallu que tu travailles en plus à côté pour gagner en compétences. Alors oui et non. Oui, parce que forcément, dans la partie travaux, il y a un petit peu de travaux publics. Donc toutes ces choses-là, je ne les connaissais pas. Donc il a fallu effectivement que je me mette à niveau. Mais encore une fois, la motivation et la curiosité fait que c'est tout à fait possible. Mais après, le BTS GPN m'a permis surtout d'avoir ces compétences générales sur tout ce qui est concertation territoriale, génie écologique, tout ce qui est le réglementaire, savoir la directive cadre sur l'eau qui est un autre outil cadre. Tout ça, je les ai acquis grâce au BTS. Donc ça m'a aussi facilité les choses parce que mes collègues ne sont pas forcément au courant de ça. Comme c'est des univers très différents, là, GEMAPI, ils sont plutôt issus, par exemple, de la partie travaux publics, donc ils vont bien maîtriser cette compétence, mais un peu moins des compétences générales comme le réglementaire, le génie écologique, tout ça. Donc du coup, ça m'a permis de tirer mon épingle du jeu. Ça fait combien de temps que tu es dans ton poste? Ça va faire 1 an la semaine prochaine. Là, je vais être titularisé normalement, donc bonne nouvelle, c'est-à-dire que je passe stagiaire et au terme de mon année de stage, je serai fonctionnaire. Donc
je vois l'avenir plutôt sereinement puisque ça se passe bien. La métropole a l'air contente de moi, elle me fait confiance aussi en retour, donc on est gagnant-gagnant. Félicitations. Merci. Avec le recul, comment tu vois tout ton parcours professionnel parti de la banque alors si je ne me trompe pas, tu avais fait d'abord des études de langue étrangère appliquée. C'est ça. Tu avais fait 1 an aux États-Unis. Comment tu vois tout ton parcours ? Je vois un parcours un peu atypique où j'ai passé, je dirais, longtemps, pas à me chercher, mais à trouver une voie. En fait, je me suis enrichi de mes expériences et il faut se dire que voilà, on évolue et qu'aujourd'hui, on n'est pas fait forcément pour faire toute sa carrière avec le même employeur. Il faut surtout suivre son instinct et ses envies. Et avec de la motivation et de la curiosité et de la bonne volonté, tout est possible, pratiquement tout. Quel serait ton conseil à quelqu'un qui voudrait faire une reconversion professionnelle dans l'environnement ? Déjà d'y croire, d'être motivé et surtout ne pas se dire, puisque moi j'ai fait ma reconversion professionnelle à 40 ans, de ne pas se dire que forcément à 40 ans la carrière est derrière nous. L'avantage qu'on a sur des jeunes, c'est qu'on a un background de nos précédentes missions professionnelles et que si on est là dans ces formations-là en reconversion, c'est pas par hasard, c'est qu'on est vraiment ultra motivé et ça fait souvent la différence face à des employeurs qui cherchent avant tout des gens qui veulent faire ce métier. Et d'ailleurs, ta motivation, tu as dû aussi en faire la preuve dans ton dossier de financement. Toi, tu étais salarié du privé en banque. Comment tu as fait financer ta formation ? Alors j'ai fait financer ma formation avec un dispositif qui s'appelle Transition professionnelle. Ça consiste à monter un dossier pour expliquer pourquoi on veut changer de métier et vers quel métier on veut tendre et quelle formation on va passer pour pouvoir tendre vers ce type de métier. Le dossier passe en commission et c'est un jury qui va décider ou non de l'obtention de cette transition professionnelle. Et si elle est acceptée, dans mon cas, ça a été la totalité de ma formation qui a été financée par la région. Et aussi le salaire qui a été maintenu pendant la durée de ma formation. Donc c'est quand même un gros atout que je vous conseille. Oui, j'ai pu bénéficier du même dispositif Transition Pro et franchement c'est royal. Tout à fait. Donc allez-y, foncez, croyez en vous et il n'y a plus qu'à. Ma reconversion est portée par l'association Graines Provence-Alpes-Côte d'Azur avec le soutien de la DRAF, du CFPPA d'Aix-Valabre, de l'Adréal, de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse et de la région Sud. Un immense merci à eux et surtout à vous. Si vous aussi, vous voulez soutenir les acteurs de l'éducation à l'environnement et au développement durable, faites un don aux Graines Provence-Alpes-Côte d'Azur sur Hello Asso. Il sera déductible à 66% des impôts. Plus d'infos dans la bio et sur grainespaca.org. À très vite pour la suite de cette aventure.